Et nous allons terminer cette session du matin avec le professeur Pierre-Laurent Puig, qui partage avec moi le fait d'avoir traversé la cour puisqu'il vient du Centre de recherche des Cordeliers et qui nous parle de l'ADN circulant. Merci. Merci et merci à l'Académie de m'avoir invité à faire cet exposé sur l'ADN tumoral circulant. Donc, comme le disait Philippe, j'ai une unité de recherche qui est au Centre de recherche des Cordeliers, qui travaille sur la médecine personnalisée, la pharmacogénomique et l'optimisation thérapeutique. Alors, nous avons développé un programme de recherche autour de l'ADN tumoral circulant dans plusieurs types tumoraux, dont le cancer du pancréas, en étroite association avec Jean-Baptiste Bachet, qui est à la Pitié-Salpêtrière. Comme vous le savez, l'ADN tumoral circulant, c'est un nouveau marqueur. C'est quelque chose qui est connu depuis, on va dire, c'est une 1948. C'est une équipe française qui a montré pour la première fois qu'on pouvait retrouver de l'ADN circulant, pas de l'ADN tumoral, mais de l'ADN circulant, libre, dans le sérum et le plasma de patients, en particulier de patients atteints de cancer. Et que la quantité d'ADN circulant était assez corrélée avec la masse tumorale. C'est-à-dire que les patients qui ont des petites tumeurs n'en ont pas beaucoup et les patients qui ont des maladies métastatiques en ont beaucoup. Ça, c'est simplement le fait que des acides nucléiques circulent libres dans le sang, mais ça ne prouve pas que ces ADN circulants proviennent de la tumeur. Et il faut donc caractériser cet ADN pour dire que ça provient des cellules tumorales. Et une façon de le faire, c'est en fait de caractériser les altérations génétiques qui caractérisent les tumeurs, puisque toute tumeur a des altérations de son génome. C'est la définition du cancer, maladie de l'ADN. Alors, ces altérations peuvent être des mutations, c'est le plus simple, la mutation Caras dont on vous a parlé tout à l'heure abondamment. Ça peut être des réarrangements chromosomiques, les fusions dont on a aussi parlé tout à l'heure. Ça peut être des variations du nombre de copies. Il y a des amplifications de certains gènes qu'on peut mettre en évidence, ou ça peut être des modifications épigénétiques de l'ADN, qui sont essentiellement des méthylations qui surviennent sur certaines bases de l'ADN qui peuvent être caractérisées. Donc tout ça permet de dire que l'ADN que je mets en évidence provient spécifiquement des cellules tumorales et pas d'autres cellules qui pourraient relarguer en fait cet ADN, comme les lymphocytes par exemple. Donc quand on parle d'ADN tumoral, c'est qu'on a caractérisé cet ADN et qu'on a pu l'attribuer aux cellules tumorales de l'individu. Alors, je vous ai parlé de 1948, la PCR n'existait pas. Et donc, cette caractérisation de cet ADN tumoral repose en fait sur un problème qui a été résolu très récemment. En fait, c'est de pouvoir détecter une très faible quantité c'est-à-dire une très faible quantité de molécules provenant des cellules tumorales parmi un océan de molécules provenant des cellules normales. Donc, c'est des techniques qui ont été développées, qui permettent d'avoir une très haute sensibilité et qui permettent d'avoir des informations sur la qualité et la quantité. Alors, une des premières résolutions a été le développement de la PCR digitale. Donc, la problématique qu'on a à faire quand on parle d'ADN tumoral circulant, c'est de détecter la molécule verte parmi les molécules rouges. La molécule verte provient de la cellule tumorale, les molécules rouges proviennent des cellules normales. Donc, vous avez affaire à un problème de comment je mets en évidence cette molécule unique parmi cet océan de molécules rouges. La solution a été apportée par la compartimentalisation de l'ADN. C'est-à-dire que toutes ces molécules, vous allez en fait les enfermer dans un seul compartiment. Et donc, ça va être simple à mettre en évidence. La molécule unique, elle est facile à mettre en évidence si elle n'est pas mélangée aux autres. Donc, une fois que vous avez compartimentalisé, eh bien, vous êtes capable de mettre en évidence très facilement cette molécule verte. Donc, les progrès technologiques ont été apportés en fait par la microfluidique, qui consiste en fait à fabriquer des gouttelettes. En fait, c'est de fabriquer on va dire une vinaigrette. Vous avez de l'huile et de l'eau et vous fabriquez en fait
des gouttelettes monodisperses qui permettent d'avoir un volume réactionnel qui est identique et de générer un très grand nombre de compartiments. Ensuite, vous appliquez la loi de Poisson qui vous permet de vous assurer en fait, que vous avez moins d'une molécule par gouttelette. Et donc, vous allez être capable de faire dans cette gouttelette un réacteur, une PCR, comme si c'était dans un tube, sauf que là, c'est un volume de quelques femtolitres. Et vous générez des millions de gouttelettes. Et donc, vous êtes capable de mettre en évidence votre molécule unique avec des sensibilités que vous voyez de 0,01%, c'est-à-dire 1 pour 10 000, 1 pour 100 000 molécules. Donc, vous êtes capable de mettre en évidence une altération qui est présente uniquement sur une molécule pour 100 000 dans votre mélange. Et donc, vous avez atteint la sensibilité qui vous permet de mettre en évidence l'ADN tumoral circulaire. Alors ça vous permet uniquement de mettre quelques altérations en évidence. Une mutation KRAS, une mutation de P53. Mais vous n'avez pas accès à l'ensemble des altérations de l'ADN tumoral circulaire. Deuxième technique qui a fait des progrès, c'est le séquençage. Et maintenant, on parle de séquençage de nouvelle génération. Et là aussi, on peut atteindre des sensibilités par des artefacts, on va dire, technologiques, des sensibilités de 0,1%. Donc, une molécule pour 1000, même maintenant une pour 10 000. Et c'est des avantages, ça permet de cribler un nombre élevé de gènes durant la même procédure. Et on va voir que c'est une approche qui est très intéressante, en particulier dans le cancer du pancréas. Alors si maintenant on vient aux applications cliniques de ces développements de technologies, finalement les questions qu'on se pose, c'est le dépistage du cancer, c'est de caractériser la tumeur au moment du diagnostic, c'est de suivre l'efficacité des traitements, en particulier l'efficacité de la chirurgie, quelle est ma probabilité de récidive. Et puis ensuite, c'est éventuellement de cibler un traitement médicamenteux en caractérisant la tumeur. Et puis, c'est de mesurer l'efficacité de ce traitement médicamenteux. Est-ce que j'ai un marqueur qui me permet de dire que je vais être efficace beaucoup plus rapidement qu'une modification morphologique? Et puis après, c'est une fois que j'ai traité avec une thérapie ciblée, c'est quel est le mécanisme de résistance pour pouvoir adapter mon traitement. Alors, c'est juste un petit rappel pour vous montrer qu'en fait, la carcinogénèse pancréatique, c'est un continuum entre des lésions bénignes et des lésions, jusqu'à atteindre des lésions, un cancer, et qu'il y a une accumulation d'altérations génétiques. Et que j'ai des situations où je n'ai pas de cancer et je commence à avoir des altérations génétiques. Et donc, sur le dépistage, ça va poser un problème, c'est-à-dire comment je vais distinguer un état tumoral, où j'ai réellement un cancer, d'un état où, en fait, je n'ai pas encore de cancer pour la prise en charge du patient. Parce que je savais que tu étais là, Philippe. C'est un travail qu'on a commencé, on travaille depuis les années 2000 sur l'ADN tumoral circulant avec des technologies la paléobiologie moléculaire, on va dire, où on avait essayé de distinguer des patients atteints d'une pancréatite chronique de patients atteints d'un cancer sur une série qui provenait de Beaujon. Le premier auteur de ce papier, je crois que c'est Frédéric May. Où on a essayé de savoir si la détection des fameuses mutations KRAS dont on vous a parlé tout à l'heure permettait d'améliorer le diagnostic, enfin, le différentiel entre cancer du pancréas et pancréatite chronique. Et vous voyez que par rapport aux marqueurs habituels, on n'améliore pas franchement la situation en détectant dans le plasma les mutations KRAS, parce qu'en fait, elles sont présentes dès des stades, on va dire, elles sont présentes dès la pancréatite chronique. Donc, en fait, pour améliorer ça, il faut en fait probablement être dans une situation où on est indépendant de la connaissance de la tumeur au sens strict des altérations génétiques. Et une des approches qui est récente, qui est en fait de faire un séquençage très large des altérations épigénétiques qui sont présentes dans l'ADN, c'est-à-dire ces fameuses méthylations, et d'étudier un grand nombre de ces sites qui sont méthylés sur l'ADN. Et ça a été un développement relativement récent de nouvelles technologies de séquençage qui vous permettent d'avoir accès en fait à ces anomalies épigénétiques qui surviennent extrêmement précocement dans la transformation maligne
et qui vous permettent de, semble-t-il, hein, sur des petites séries encore, de détecter précocement une tumeur du pancréas. C'est en particulier, vous voyez ici, les courbes ROC de sensibilité et de spécificité de ces détections. Et vous avez des détections avec des courbes ROC à 91% pour des stages précoces de tumeurs pancréatiques. Donc ça, c'était pour l'aspect, on va dire, dépistage, qui sont encore assez balbutiants. Il n'y a pas de choses très convaincantes, mais il y a des pistes, en particulier avec ces données de méthylation à très haut débit. Alors ensuite, on s'est donc attaqué à un problème qui était est-ce que la présence d'ADN tumoral circulant est un marqueur pronostic des tumeurs du pancréas? Alors ça, c'est un travail qu'on avait initié il y a maintenant quelques années avec Jean-Baptiste Bachet sur une série de cancers du pancréas métastatiques qui montre que plus on a d'ADN tumoral circulant, moins bon est le pronostic. Alors, et plus on a une tumeur indifférenciée, plus on a d'ADN tumoral circulant. Vous voyez que les différences de survie en fonction du tertile, de la quantité d'ADN tumoral qui circule, plus on a d'ADN tumoral qui circule, moins bon est le pronostic, avec une survie de 4,6 mois. Si on appartient au deuxième tertile, 10 mois, et si on a très peu d'ADN tumoral circulant, pas d'ADN tumoral circulant, on a 18 mois de survie. Alors, ceci est lié en fait à la masse tumorale. Plus la masse tumorale est importante, plus la quantité d'ADN circulante est importante. Et il y a en plus des sites métastatiques dont on sait maintenant dans plusieurs types tumoraux qu'ils relarguent plus facilement de l'ADN tumoral, c'est-à-dire en particulier, c'est vrai pour les métastases hépatiques, plus vous avez une masse hépatique importante, plus vous avez d'ADN tumoral qui circule. Vous voyez que sur cette série qui est maintenant, sur cette série, on voit que si vous avez une tumeur pancréatique localisée, vous avez seulement 10% des malades qui ont de l'ADN tumoral circulant, et que si vous avez une maladie métastatique, c'est autour de 60% des patients qui ont de l'ADN tumoral qui circule, et toujours avec un impact pronostique. Si on revient au travail qu'on avait publié en 2017, on avait une petite population qui était de patients opérés, et on avait regardé, après l'intervention chirurgicale, si la présence d'ADN tumoral circulant est un facteur pronostique. Alors la réponse est oui. Si, après chirurgie, il reste de l'ADN tumoral circulant, c'est qu'il vous reste chez le patient des cellules tumorales, puisque ces altérations qu'on caractérise sont spécifiques des cellules tumorales. Donc ça veut dire qu'on a une maladie résiduelle, et donc que le pronostic est bien évidemment moins bon. Alors ça a été confirmé dans d'autres séries. Là, vous avez des prélèvements effectués après chirurgie sur une vingtaine de malades, et vous voyez que le pronostic est nettement moins bon si vous avez de l'ADN tumoral circulant après chirurgie. Que, en fait, cet ADN tumoral circulant détecte plus précocement la récidive que les examens radiologiques, avec une différence d'environ 6 mois entre la détection de l'ADN tumoral circulant et la détection de la récidive tumorale. Il y a plusieurs séries qui confirment ces résultats avec des différences significatives. Et là, ce travail mesure en fait le risque le hazard ratio, le risque de récidive en fonction de la présence d'ADN ou non en chirurgie, avec un risque de 2,7%, avec une analyse multivariée qui montre l'indépendance par rapport aux autres facteurs de risque de récidive. L'ADN tumoral circulant permettrait aussi en fait d'avoir peut-être des éléments d'orientation du traitement. Alors je m'explique, on a là aussi avec Jean-Baptiste Bachet analysé une étude de phase 2 randomisée qui traitait les patients en deuxième ligne d'un cancer du pancréas métastatique par de la chimiothérapie, plus ou moins de l'iriaspase. Cet essai a été positif, cette phase 2 était positive, et on a analysé post-hoc l'ADN tumoral circulant de ces patients avec 2 points
juste avant le début de la chimiothérapie et puis juste avant le deuxième cycle de chimiothérapie. Et on a pu définir 3 groupes de patients en fonction de la réponse de l'ADN tumoral circulant. Donc, on avait un certain nombre de patients qui avaient de l'ADN, une concentration d'ADN tumoral circulant. On a pu mesurer la concentration d'ADN tumoral circulant à ces 2 points. Donc, il y a 2 types. Il y a des patients qui ont répondu. Et on considère qu'un patient a répondu s'il a diminué. On a pris la médiane de la concentration d'ADN. On a séparé les malades en fonction de la médiane et on avait donc des répondeurs qui avaient diminué leur ADN tumoral circulant. Ils ne l'avaient pas diminué ou ils étaient négatifs initialement. Et quand on fait ça, on sépare très bien les malades en 3 groupes. Vous avez en bleu les patients qui n'avaient pas d'ADN tumoral circulant. En jaune, les patients qui ont diminué leur ADN tumoral circulant. Et puis en gris, les patients qui n'avaient pas diminué leur ADN tumoral après un cycle de chimiothérapie. Vous voyez que on peut très simplement, très rapidement, en fait, connaître l'évolution, le pronostic de ces patients. Alors, c'est vrai en survie sans progression et c'est vrai en survie globale. Et sur cette diagramme un peu complexe, on s'est aperçu qu'en fait, les patients qui répondaient à l'ériaspase étaient ceux, en fait, qui avaient de l'ADN tumoral circulant et que les patients qui n'avaient pas d'ADN tumoral circulant ne répondaient pas, enfin, ne bénéficiaient pas du traitement initial, du traitement expérimental par l'ériaspase. Et donc, on a pour la première fois, enfin en tout cas dans le cancer du pancréas, on montrait que la présence d'ADN tumoral circulant était un facteur prédictif de la réponse à l'ériaspase. C'était une phase 2, donc on était très content de ce résultat. Visiblement, le laboratoire n'a pas cru en ces résultats et a fait une phase 3 qui est négative, qui vient récemment d'être publiée. Et on va peut-être avoir accès aux collections biologiques de cet essai pour essayer de voir si on peut récupérer une efficacité du traitement qui malheureusement maintenant est enterré. Voilà. Donc, juste pour résumer sur les résultats du rôle pronostic de l'ADN, on voit que sur cette méta-analyse, globalement, l'ADN tumoral circulant est un facteur de mauvais pronostic avec un risque, un hazard ratio de 2,35, que si on a affaire à des patients qui ont une tumeur qui peut être resséquée, c'est un facteur, le fait d'avoir de l'ADN tumoral circulant post-chirurgie est un facteur de très mauvais pronostic et c'est aussi vrai pour les malades métastatiques. Donc, les résultats sont très concordants dans l'ensemble de la littérature. L'ensemble des résultats que je vous ai montrés est lié en fait à la détection de mutations. Et là, je vais vous montrer quelques résultats sur la méthylation spécifique. En fait, quand on s'intéresse à l'ADN tumoral circulant, on peut avoir 2 stratégies. Soit on a une connaissance de la tumeur et on se dit j'ai une certaine altération et je peux suivre mon patient avec la caractérisation de cette altération. Mais ça nécessite d'avoir accès à la tumeur. L'autre façon de faire, c'est d'avoir une approche agnostique de la tumeur, c'est-à-dire de trouver une altération dont je suis sûr qu'elle est présente chez tous les malades qui ont un cancer du pancréas. Et de nouveau, on part sur de la méthylation, des modifications épigéniques. Et on a identifié un certain nombre de marqueurs. Vous avez les 2 noms, la OXD8 et PUFA4, qui sont les 2 noms de gènes. Et on a recherché des îlots qui sont méthylés, des îlots CPG qui sont méthylés, et qui vous permettent de distinguer, avec une sensibilité et des spécificités importantes, le tissu sain adjacent à la tumeur, de la tumeur, ou d'un tissu pancréatique, on va dire, normal. Et donc, on est capable, et on met en évidence cet ADN tumoral circulant grâce à ces marqueurs dans le nombre habituel de cas c'est-à-dire environ 60% des malades métastatiques. Donc, on a validé cette méthode de 2 façons, avec 2 cohortes de patients, une cohorte, on va dire, rétrospective qui vient de la Pitié-Salpêtrière, et puis 2 essais thérapeutiques, des patients inclus dans des essais thérapeutiques,
il nous a servi de validation, qui sont les essais Prodige 35 et 37 de malades métastatiques. Donc, on a caractérisé l'ADN tumoral circulant de ces patients et on a vérifié qu'on a une très bonne corrélation entre la détection des mutations Caras, qui sont les altérations les plus fréquentes, et la quantité d'ADN tumoral mesurée par la méthylation de ces fameux ILO-CPG. Et on a une très bonne concordance. Voilà. On a récupéré 2 patients qui n'avaient pas été détectés par l'une des 2 méthodes, mais les méthodes sont très concordantes. Mais là, en fait, vous pouvez le faire sans connaître la tumeur. C'est-à-dire que quel que soit le cancer du pancréas que vous avez toujours ces marqueurs qui sont méthylés. Vous séparez de nouveau vos patients en 2 groupes basés sur la quantité d'ADN tumoral, excusez-moi, là, je ne sais pas ce qui se passe, tumoral circulant, à la fois en survie sans progression, en survie globale. Et on peut même combiner ça avec des marqueurs qui sont bien connus, qui sont le CA19-9, qui a une valeur pronostique, lui aussi. Et en fait, vous avez ici, en fonction du statut du patient, on a divisé là les patients en 2 groupes, en fonction de l'index de performance, 0 ou 1, 2. Vous avez ici en bleu ciel les patients qui ont un taux de CA19-9 faible et qui n'ont pas pardon, et qui n'ont... Bon, je suis désolé, qui n'ont pas d'ADN tumoral circulant, qui ont un meilleur pronostic. L'intermédiaire, vous avez soit un CA19-9 élevé, soit un ctDNA élevé, et puis les patients qui ont les 2 marqueurs élevés, qui sont les courbes bleu foncé. Donc, vous améliorez, en fait, par l'ADN tumoral circulant, la définition du pronostic de votre patient, et vous pouvez le combiner aux marqueurs classiques pronostiques. Pour finir juste, et pour revenir un peu à ce qui a été dit tout au long de cette matinée, ce qu'on peut essayer de faire avec l'ADN tumoral circulant, c'est de caractériser la tumeur en séquençant les altérations génétiques pour les mettre en évidence, de la même façon que j'aurais pu les mettre en évidence sur la toute petite biopsie d'ADN fait lors d'une ponction ou d'une cytoponction. Vous avez accès, dans un grand nombre de cas, avec les techniques, à l'ensemble des altérations génétiques avec des techniques de séquençage. Vous pouvez suivre l'évolution de vos malades, et en particulier, ce qui est montré ici, c'est l'exemple de l'évolution sous-clonale au cours du temps, ici c'est le temps, des différents sous-clones tumoraux, et mettre en évidence des mécanismes, par exemple, de résistance liés aux thérapies ciblées que vous pouvez utiliser. Et là, vous ne voyez pas le nom des gènes probablement, mais vous avez l'ensemble des gènes de la recombinaison homologue dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été mis en évidence, en fait, sur l'ADN tumoral circulant, qui est, en fait, probablement un surrogate marqueur de ce qu'on pourrait obtenir par des biopsies. Et pour revenir à ce qui a été dit là aussi tout à l'heure sur la difficulté à mettre en évidence ces altérations génétiques, il y a un programme qui va démarrer bientôt, qui est sur le plan transgénomique et sur la plateforme Sequoia, qui va être la caractérisation, dans le cadre du cancer du pancréas, de l'ADN tumoral circulant pour avoir accès à l'ensemble des altérations qui permettraient de traiter les malades et de se passer, pas des anapathes, de la biopsie. L'ADN tumoral circulant donc, est un marqueur pronostique. Ça permet de suivre l'évolution de la maladie sous traitement. Ça permet de caractériser les altérations génétiques des cancers pancréatiques et permettrait d'identifier des cibles thérapeutiques sans recours à des biopsies tissulaires. Et ça pourrait être un outil de dépistage précoce des cancers pancréatiques, en particulier grâce au profil, au méthylome, on va dire, de ces tumeurs. Merci beaucoup, Pierre. Parole à la salle. Ça Sauvanet. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. J'ai une petite question pragmatique. Combien de temps ça prend? Parce que si on veut adapter la décision thérapeutique au résultat de l'ADN circulant, en combien de temps l'a-t-on? Alors, sur les aspects méthylation, suivre l'évolution, c'est une réaction de TCR, donc après c'est une organisation, mais c'est extrêmement rapide, parce que c'est une PCR,
ça n'a pas de difficulté. Sur le séquençage, je dirais que les technologies, c'est une histoire d'organisation. C'est de l'organisation des soins. Sequoia, je voudrais tordre, parce que je m'implique beaucoup dans la... Alors, on va polémiquer juste un tout petit peu. Je m'implique beaucoup dans la RCP moléculaire Sequoia, que je fais sur les tumeurs solides. Actuellement, on rend un génome, un exome et un RNA sec, un transcriptome complet, en moins de 6 semaines. Donc, et je dirais juste qu'aucun cancer du pancréas de Bourgeon n'est présenté. Voilà, c'est fin de la polémique. Donc, c'est une organisation. On a un plan transgénomique en France qui permet de le faire gratuitement pour les établissements. Voilà, il y a une opportunité. On a bien compris que c'était difficile d'avoir des tissus pancréatiques. Donc, on est en train de lancer un programme qui va permettre de faire un exome sur le plasma de patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique, hein, qui va probablement permettre d'accéder à l'ensemble des altérations génétiques. Voilà, donc il faut qu'on s'y mette collectivement sur ce sujet. C'est, encore une fois, l'organisation de ces... La solution vient de la concentration des plateformes. Qu'est-ce que tu penses de l'intérêt d'un génome sur un prélèvement congelé où il y a 10% de cellules tumorales versus faire des panels un peu plus gros que le panel de première ligne qui sont faits sur les plateformes 1K sur du FFPE pour que ça serve à tout le monde? Alors, si tu veux me faire dire que je suis convaincu qu'il faut s'occuper du FFPE, ça, je suis complètement convaincu. Ce n'est pas moi qui dirige le plan transgénomique. Donc, voilà, mais on va y arriver. Mais on va y arriver collectivement. Donc, on va y arriver. C'est évident. On ne fera pas de génome sur la paraffine, parce que ça, c'est juste impossible. Mais on fera des exomes sur la paraffine qui nous donneront l'ensemble des altérations qui seront accessibles, enfin, qui permettent, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, de traiter les patients. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, à mon avis, le plasma va résoudre une bonne partie de la solution de la caractérisation de la tumeur. Après, entre paraffine et plasma, on va discuter. Voilà. Une petite question, est-ce que le traitement néoadjuvant retarde la positivité de l'ADN tumoral? Ça, c'est une vraie question auquel, alors très probablement, j'aurais tendance, dans le cas du pancréas, sans connaissance de la littérature, parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait fait, à moins que, là je me retourne vers mes jokers spécialistes, je ne pense pas que ça ait été fait, mais très probablement oui. Ce qu'on voit, c'est quand le malade va répondre au traitement, quel que soit le type de tumeur, il y a un effondrement extrêmement rapide de l'ADN tumoral circulant, parce que la demi-vie de l'ADN tumoral circulant, c'est 5 heures. Ouais. L'ACE, CL19-9, c'est 3 semaines. Donc, vous mesurez immédiatement l'efficacité de votre traitement, quasiment. Quand immédiatement, vous comprenez, mais très rapidement. Et donc, je pense que si votre malade, après un cycle de chimiothérapie, si ça marche, il n'a plus d'ADN tumoral circulant. Donc, ça a diminué de façon très... Donc, ça, dans le cadre du néoadjuvant, ça peut être une façon aussi d'orienter, de se dire que on a choisi le bon, parce qu'on en a plusieurs. Oui, 2 questions. Maxime. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question technique. Est-ce qu'on a des données sur la robustesse de la reproductibilité de ces résultats entre les différentes plateformes techniques qui existent? Parce qu'on dit c'est une PCR, mais en fait, les PCR, elles sont faisables sur différentes machines, sur différents constructeurs, etc. Ils ne sont pas à 3000. Est-ce qu'on a une idée de ça? Est-ce que c'est assez standardisé suffisamment pour que ça puisse être implémenté? Sur la PCR digitale, je dirais oui. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur la standardisation,
sur une procédure commune. Il y a un groupe européen qui produit des normes en fait, de production des résultats. Donc après, il faut vérifier que les gens les suivent, mais ça, c'est un autre débat. Donc ça a été fait. Alors après, pour le NGS, il y a, c'est des techniques qui sont vérifiées par le COFRAC, donc qui sont comme n'importe quel autre test biologique, qui répondent aux normes du COFRAC. Alors je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à la question de la standardisation, mais on y va. On est sur le chemin. Je voulais savoir si on sait si on peut retrouver aussi l'ADN bactérien, des microbiotes qui pourraient être aussi dans les microvésicules avec. Alors, sur l'ADN, ce que j'ai vu des choses, sur l'ADN plasma, en tout cas dans le pancréas, la réponse est j'ai pas rien vu. Je ne sais pas répondre exactement à votre question. C'est une histoire de quantité, en fait. Et là, vous mettre de l'ADN bactérien circulant, je pense que ça doit exister. Mais il vient d'où? C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de savoir d'où il vient. C'est le reflet, les fluides sont le reflet de ce qui se passe. Donc, il doit y avoir des bactéries qui circulent, donc qui doivent relarguer de l'ADN, ça c'est sûr. Maintenant, Voilà, mais est-ce qu'il y a un enrichissement de certains aucune idée. Aucune idée. Oui, c'est ça. Tout circule. Question de néophyte. La PCR est spécifique. Est-ce que dans la recherche, dans l'identification, dans l'ADN circulant, la relation avec le cancer du pancréas, est-ce qu'on connaît toutes les spécificités ou est-ce qu'il y a encore des inconnus dans les identifiants du cancer du pancréas? Alors, il y a forcément des inconnus, ça, je ne prends pas de risque en répondant comme ça. Votre question sous-tend. Alors, on peut avoir en fait des mutations qui circulent, qui simulent des tumeurs, y compris des tumeurs du pancréas, parce qu'en fait, on a au niveau des cellules sanguines ce qu'on appelle des hématopoïèses clonales avec des mutations. En particulier, quand on vieillit, voilà, je suppose que si je me faisais une prise de sang, on me trouverait éventuellement un sous-clone mutant P53 ou RAS, qui est juste de l'hématopoïèse clonale, probablement on vit très vieux avec et qui ne se transforme jamais. Donc en fait, le risque, c'est quand vous prélevez un individu, c'est que vous pensez détecter une altération qui est dans sa tumeur, mais en fait qui provient des cellules hématopoïétiques. Donc ça, c'est un risque de faux positif. Il y a des façons de s'en affranchir en testant justement les cellules sanguines comme contrôle. En particulier quand on veut avoir un spectre large d'altération pour pouvoir traiter spécifiquement sa tumeur. Il faut être sûr que ce qu'on voit, c'est bien de la tumeur et pas un faux positif pour répondre à votre question. Ensuite, on peut faire un exome à partir de l'ADN tumoral circulant et donc vous avez... En fait, ce que vous voyez, l'avantage de le faire dans le sang, c'est que si vous avez une maladie métastatique, vous avez donc plusieurs métastases. La tumeur primitive a donné naissance à ces métastases, mais il y a eu une évolution clonale de ces différentes métastases. Et donc, en faisant la prise de sang, vous avez un reflet statistique de l'ensemble de la masse tumorale. Donc ça, c'est un avantage parce que si vous le faites à partir d'un tissu, vous biopsiez une métastase. Donc, vous avez un reflet très petit de l'ensemble de la masse tumorale. Si vous le faites dans le plasma, vous avez un reflet statistique de ce qui est largué par l'ensemble de la tumeur. Donc ça, c'est un des avantages de l'ADN tumoral plasmatique par rapport à ce que pourrait faire Jérôme en caractérisation moléculaire. Bon. Il y en a encore une, ouais, vraiment les deux derniers. C'est une question très rapide, excusez-moi. Juste, merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. Dans le cadre de Panache, qui a été laissé randomisé français, il m'avait semblé comprendre que le taux de détection d'ADN tumoral circulant chez les malades résécables, c'est-à-dire des patients qui ont un stade plutôt précoce, était relativement peu élevé. Oui, oui, absolument. C'est entre 10 et 20%.
Probablement, on est toujours face au même problème, hein. C'est les tumeurs qui sont avec un stroma important, et les cellules tumorales sont prises là-dedans et vont avoir du mal à relarguer dans la circulation. On est toujours face à un même problème. Donc, vous avez une masse compacte qui laisse peu de place à la vascularisation. Pour que ça passe dans la circulation, il faut que ça soit largué à un moment en contact avec le vaisseau. Donc, on se retrouve dans la même situation. Et le fait d'avoir de l'ADN tumoral circulant, la vraie question qui se pose, c'est de se dire, finalement, est-ce que je dois opérer un malade qui a de l'ADN tumoral circulant au moment du diagnostic? Il a une maladie localisée, on croit qu'elle est localisée, mais il y a de l'ADN qui circule. Est-ce qu'elle est vraiment localisée? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de malades qui négatifient leur ADN circulant avec la chirurgie? Parce que finalement, on n'a pas cette collection. On va l'avoir, mais on ne l'a pas. Plus de questions. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup aux organisateurs Philippe Rosiewski et Philippe Demestier.